Alors, qui dit sport dit aussi parfois blessure. Et dans certains cas, il peut être nécessaire d'observer l'intérieur du corps. Et pour ça, on a besoin de faire de l'imagerie médicale. Mais les examens médicaux, les examens d'imagerie, ne sont pas sans risque. On en discute avec mes deux invités sur le plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Bonjour. je suis accompagné d'Aurélie Isambert. Vous êtes chef de l'unité d'expertise en radioprotection médicale à l'IRSN. En deux mots, l'IRSN, c'est quoi ? Alors l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est l'expert public des risques radiologiques et nucléaires. Donc notre institut compte un peu plus de 1800 collaborateurs de profils scientifiques très variés. Par exemple des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des médecins, des physiciens, des biologistes. Et au niveau des missions de l'IRSN, on a pour rôle d'anticiper, d'évaluer et de surveiller les risques nucléaires et radiologiques. Très bien. À côté de vous, il y a Aurore Danvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure chargée d'évaluation des risques radiologiques et radioprotection médicale. Et alors, tout de suite, je voudrais qu'on prenne un exemple concret pour que ça parle aux gens. Donc, quand un sportif est blessé, dans quelle situation il pourrait avoir besoin de passer un examen d'imagerie médicale ? Quelque chose de très fréquent dans le sport, ça va être le traumatisme. Une douleur, c'est le motif le plus fréquent. Et dans ces cas-là, on va vouloir confirmer ou infirmer l'hypothèse du médecin à la recherche d'une fracture ou d'une lésion. Et le moyen le plus facile de faire ça, c'est de passer une radio, par exemple. D'accord. C'est une sorte de confirmation. C'est un élément, un outil supplémentaire pour pouvoir guider son diagnostic, en fait. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a 45% des Français qui subissent, on va dire, un examen médical, qui bénéficient d'un examen médical diagnostic, à visée diagnostique par an. Donc, ça représente quand même une grande partie de la population. Donc, il n'y a pas que les sportifs qui sont concernés, non. en fait. Non, bien sûr que non, effectivement. Alors, Aurélie, malgré les bénéfices, les examens d'imagerie ne sont pas sans risque. C'est ce que je disais au tout début de cette séquence. En particulier, ceux qui utilisent des rayonnements ionisants. De quoi on parle ? Alors les rayonnements ionisants, c'est une forme d'énergie qui est libérée par les atomes, qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. Donc on pense par exemple aux rayonnements de type alpha ou aux rayons X, ou sous une forme de rayonnement de particules de type rayonnement bêta ou alpha. Ok. Et donc ces rayonnements, ils peuvent être obtenus de deux façons différentes. Soit ce sont des atomes qui sont instables et quand ils se désintègrent, ils vont émettre de l'énergie. Et là, on parle de radioactivité. Par exemple, on peut penser au radium, qu'on trouve encore dans les montres potentiellement il y a encore 20 ou 30 ans. Et on peut aussi produire ces rayonnements ionisants à l'aide de générateurs électriques. Typiquement, on peut penser aux tubes à rayons X qu'on a tous vus chez notre dentiste pour faire un cliché d'une dent ou pour un panoramique dentaire. Alors justement, c'est très bien, vous parlez des appareils. Tous les appareils d'imagerie médicale n'utilisent pas les rayonnements ionisants. Par exemple, l'IRM ne les utilise pas. Quels sont ceux qui les utilisent et c'est ceux qui les utilisent ? Dans les grandes catégories d'examens médicaux d'imagerie, l'IRM et l'échographie, eux, n'émettent pas de rayonnement ionisant. Ouais. À l'inverse de ce qui est scanographie, les scanners, et la radiographie conventionnelle ou classique qu'on va pouvoir passer dans un cabinet de radiologie ou dans un cabinet dentaire, les radiographies ou les panoramiques dentaires qu'on va pouvoir passer. D'accord, c'est le fameux appareil qu'on fait passer devant notre tête pour avoir un panoramique complet des dents. Alors, entre le scanner et la radiographie, lequel des deux émet le plus de rayonnement ? Alors, c'est le scanner. Si on veut avoir une notion un petit peu plus chiffrée de comparaison entre les deux, il faut s'attacher à un même endroit qui va être imagé. Donc, si un sportif qui s'est blessé, par exemple, au niveau du poignet, il va présenter des douleurs au niveau de l'avant-bras. On va vouloir imager cette partie-là du corps. Il faut savoir qu'une radiographie est 100 fois moins dosante qu'un scanner à cet endroit-là. Donc il y a quand même une différence assez importante entre les deux. Mm. Mais il y a autre chose qui est important. Le risque des rayonnements ionisants, c'est aussi le cumul dans le temps
Est-ce qu'il y a cette notion de temps à prendre en compte ? Oui, tout à fait. Il y a la notion de temps. Et puis, dans votre question, il y a aussi la notion de cumul. Donc, cumul dans le temps. Il y a 2 points importants. La notion de cumul, c'est-à-dire que quand on ajoute, on fait plusieurs examens, on ajoute des doses, donc on a un cumul de doses. Et quand on augmente la dose, on augmente les risques associés. Mais les risques sur le corps humain, ils ne sont pas liés uniquement à la dose délivrée, ils sont aussi liés à des facteurs propres aux patients. Lesquels, par exemple ? Son âge, son sexe aussi peuvent entrer en jeu. Il y a aussi la nature du rayonnement qui est utilisé, son énergie. Plus l'énergie sera élevée, plus les effets seront importants. Est-ce que la zone qu'on cherche à imager aussi joue un rôle ? Par exemple, il y a peut-être des tissus qui absorbent plus que d'autres ? Tout à fait, il y a des tissus aussi, donc ça c'est un paramètre qui entre en compte aussi. Il y a des tissus qui sont plus radiosensibles, typiquement les gonades. Un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est la surface qui est exposée. On ne va pas avoir les mêmes effets pour une dose équivalente entre ce qu'on va délivrer à une main uniquement ou au corps entier. Si on expose que la main, les effets sont évidemment différents que si on expose le corps entier. D'accord. Et vous parliez de l'âge. Est-ce qu'il y a une population en particulier plus sensible qu'une autre aux examens avec des rayonnements ionisants ? Alors effectivement, les enfants sont la catégorie la plus sensible, puisque comme leurs tissus sont encore en développement, ils sont plus radiosensibles au rayonnement ionisant. Et puis leur durée de vie aussi est plus importante. Et donc ils sont plus susceptibles de voir se développer les conséquences d'une exposition que des personnes plus âgées. Je reviens à ma notion de temps. Il y a quand même un distinguo à faire entre une personne qui va recevoir plusieurs doses sur une journée et plusieurs doses sur des années. C'est quand même pas la même chose. Oui, tout à fait, parce que le facteur temps entre en compte dans une exposition au rayonnement ionisant, parce que laisser du temps entre 2 expositions va laisser le temps aux cellules de se réparer. Donc, si on espace des examens, ou en tout cas une exposition au rayonnement ionisant, les effets seront différents que si on les délivre en une seule fois. Okay. Aurore, rappelons quand même qu'on est exposé au rayonnement ionisant de manière quotidienne en fait. D'où ils proviennent ? Alors ça provient de la Terre en elle-même, du sol, et puis aussi des rayonnements qui nous proviennent du cosmos. Ça peut provenir de notre alimentation, de la boisson. Il y a une origine naturelle à ces rayonnements ionisants. Tout à fait. Et une origine plutôt artificielle. Plutôt artificielle, avec notamment tout ce qui est lié aux expositions dites médicales, avec ces examens d'imagerie. Là, on voit un graphique. Vous nous le commenter pour voir un peu quelle part représente le médical dans tout ça. Alors, ce qu'on voit en premier au milieu, ce que vous pouvez voir, c'est que la dose moyenne reçue par un Français sur une année en France, elle est de 4,5 millisieverts. Ouais. Et la partie liée au médical, elle est à peu près un tiers, soit environ 1,5 millisieverts pour un an pour un Français. C'est pas si important qu'on pourrait le penser. C'est pas si important, et puis c'est un chiffre qui est moyenné. Ouais. Et comme vous l'avez dit très justement au début, en fait, il n'y a que 45% de la population qui reçoit un examen médical par an. Donc, une dose moyenne répartie sur toute la population, ça représentait en 2017 environ 80 millions d'examens d'imagerie sur 45% de la population. Alors, quand on passe un examen, ce sont des faibles doses qu'on reçoit, mais on ne connaît pas réellement les effets. Il y a des études épidémiologiques qui sont menées pour connaître leurs effets. Où ça en est ? Quelle est la difficulté avec ces études épidémiologiques ? Oui, effectivement. Allez-y. Pardon. Effectivement, l'IRSN a un laboratoire entièrement dédié aux études épidémiologiques qui ont pour but de mieux caractériser les effets des rayonnements ionisants dans des configurations données pour une catégorie de population donnée, par exemple des enfants qui auraient pu être exposés à des scanners des adultes qui auraient pu être exposés à des scanners pendant l'enfance, ou des travailleurs du nucléaire, par exemple. Donc on va étudier sur ces catégories de population les effets des rayonnements ionisants, sachant que les effets des rayonnements ionisants sont bien caractérisés pour des relativement fortes doses. En revanche, pour ce qui est du domaine des faibles doses,
Typiquement ce qu'on reçoit quand on passe un examen médical. Tout à fait, exactement. Les études actuelles tendent à préciser les connaissances, mais il reste encore un certain nombre d'incertitudes dans ce domaine. Et les études épidémiologiques, typiquement, sont là pour aider à mieux comprendre et caractériser les effets des rayonnements ionisants sur le corps humain. Donc, en attendant d'avoir des réponses beaucoup plus précises, c'est nécessaire d'accompagner l'utilisation de ces examens avec des règles de protection. Donc ça, c'est ce que vous faites à l'IRSN. Et donc, ça commence par bien choisir finalement l'examen qu'on utilise. Oui, tout à fait. Alors, on a des grands principes dans notre jargon de la radioprotection. Le premier, c'est le principe de la justification. C'est-à-dire que toute exposition du corps humain au rayonnement ionisant doit être justifiée. Et donc, dans le domaine médical, on n'y échappe pas. Donc, quelles conditions doit remplir un examen pour être justifié ? Oui, alors c'est les médecins qui prennent en charge le patient, qui va bénéficier d'un examen d'imagerie, qui sont responsables de cette justification et qui, par exemple, le médecin demandeur de l'examen, souvent c'est le médecin généraliste, doit suffisamment décrire dans sa demande d'examen pourquoi il demande cet examen et quel est l'objectif recherché, pour qu'ensuite le médecin qui va réaliser l'examen, le radiologue souvent ou le médecin nucléaire, puisse conclure sur la réelle pertinence, donc la justification de l'examen. Et pour aider principalement les médecins demandeurs d'examen, il y a des guides de bonne pratique qui ont été élaborés par les professionnels, les sociétés savantes médicales, les sociétés de radiologues et de médecins nucléaires, pour aider en disant pathologie par pathologie, quel examen est le plus adapté, le plus pertinent et donc justifié de réaliser sur un patient. Alors là, vous le dites, finalement, la justification, c'est pour une pathologie, pour une personne, comment ça se passe finalement, Aurore ? Eh bien, on distingue à peu près 2 niveaux de justification. Un niveau qui va être dit générique et un niveau qui va être plus à l'échelle individuelle. Sur le niveau générique, il a été mis dans ces guides de bonne pratique professionnelle des guides en fait, qui vont nous dire que pour une procédure, il va correspondre à un objectif précis. Si je le reformule dans l'autre sens, pour une question posée, on va définir un type d'imagerie recommandée. Vous avez une douleur au poignet suite à un traumatisme, on va recommander de faire des radiographies face et profil de ce poignet. Et puis au niveau individuel, le médecin va vraiment se poser la question, en connaissant les particularités de son patient, savoir si cet examen est vraiment adapté pour répondre à la question. Et il va pouvoir décider de choisir un examen un peu plus poussé ou un peu différent de ces guides de bonne pratique, vraiment adaptés. Tout dépend aussi de la façon dont on utilise l'appareil d'imagerie. Et donc là, on cherche à optimiser l'utilisation. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors oui, c'est le deuxième terme de notre jargon, le deuxième principe, après la justification, à savoir de faire le bon examen au bon patient. Il y a le principe d'optimisation, qui est donc de faire l'examen, le réaliser de la meilleure façon possible. Donc ça veut dire, en imagerie, délivrer le moins de doses possible au patient pour avoir la qualité d'image qui suffit au médecin pour poser son diagnostic. Et finalement, il y a un équilibre à trouver entre la dose qu'on délivre, pour pas qu'elle ait trop d'effets, et en même temps qu'elle soit suffisamment importante pour avoir une image de qualité. C'est ça ? C'est exactement ça, l'équilibre entre la dose la plus faible possible et une qualité d'image suffisante pour répondre à la question. Est-ce que l'évolution des technologies peut aider aussi à optimiser justement l'utilisation et les examens d'imagerie ? Oui, tout à fait. Alors pour ça, on s'appuie en fait dans ce principe d'optimisation sur quelque chose qui s'appuie sur les performances techniques. Et pour cela, les fabricants et les constructeurs de machines améliorent sans cesse les performances de les machines. Et notamment, ils vont développer des capteurs qui sont de meilleure qualité, de meilleure résolution et qui vont avoir besoin de moins de rayons pour obtenir la même qualité d'image. On va pouvoir aussi s'appuyer sur des logiciels d'aide à la reconstruction des images. Et de plus en plus, on entend parler aussi de l'aide de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Très bien. Donc, qui pourrait aider peut-être à reconstruire des images comme ça et pareil, à utiliser moins de doses. Il y a aussi une question de mise à jour de ces appareils.
puisque j'imagine qu'on les utilise sur plusieurs années. Donc il faut s'assurer qu'au cours des années, ils délivrent toujours la même dose, qu'ils soient toujours aussi fiables et performants. Ça aussi, c'est un enjeu. Oui, effectivement, il faut suivre les performances de l'appareil. Donc ça, c'est le rôle principalement dans les établissements hospitaliers des équipes de physique médicale, d'assurer le contrôle qualité, on appelle ça le contrôle qualité des machines. Donc s'assurer qu'entre le jour où on a mis en service la machine et 5 ans plus tard, on a toujours les mêmes performances au niveau de la machine. Et puis, il y a aussi un autre volet qui est donc la mise à jour des machines installées pour faire les upgrades, terme qu'on emploie dans le milieu, pour s'assurer que les dernières évolutions technologiques puissent bénéficier au parc installé, quand c'est possible, bien sûr, c'est pas toujours possible. D'ailleurs, le parc en France, il est dans quel état, on va dire ? Alors, dans une étude qui commence à être un peu ancienne, en 2018, l'IRSN a répertorié l'état du parc de scanners en France et a étudié également l'âge de ce parc. Il se trouvait qu'à l'époque, la moyenne d'âge du parc de scanners était inférieure à 4 ans en France, donc c'est relativement jeune, on veut dire. À l'époque, on avait un parc relativement récent. Et ces données ont été confirmées par une étude réalisée en 2021, publiée en 2021 au niveau européen cette fois-ci. Donc on a un comparatif au niveau de l'Europe par le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux. Et alors, où on se situe ? Alors, bonne nouvelle, on est au niveau performance, au niveau âge du parc installé, on se situe dans les pays les mieux dotés. Okay. Puisque la France avait le parc le plus jeune. Par contre, en taux d'équipement, là, c'est moins bon, puisque en nombre de scanners par million d'habitants, on était en dessous de la moyenne au niveau européen. Alors, il n'existe pas vraiment de seuil défini, mais il y a quand même des indices pour guider la pratique des professionnels. C'est ce qu'on appelle les NRD. Ça veut dire quoi ? Niveau de référence diagnostique ? C'est ça, les niveaux de référence diagnostique, alors qui sont co-développés à l'IRSN, qui sont un outil qui permet d'aider les professionnels de santé à venir optimiser leurs pratiques et leurs procédures. C'est quoi ? C'est une sorte de référence, en quelque sorte ? C'est une valeur de référence, exactement. Se positionner ? C'est une valeur de référence qui va être définie auquel les professionnels vont pouvoir comparer leurs pratiques. D'accord. Et qui définit ce NRD alors ? C'est vous ? C'est à l'IRSN que ça se passe ? Ça a été initialement établi à l'IRSN sur la base d'enquêtes qui ont été réalisées auprès des professionnels de santé et proposées à l'autorité de sûreté nucléaire. Et ils sont établis pour un ensemble, pour une petite liste d'examens, pour une région anatomique particulière et aussi séparés en fonction des grandes activités de l'imagerie, qui sont le scanner, la radiologie conventionnelle, la médecine nucléaire et la radiologie interventionnelle. Donc si je comprends bien, des NRD, il en existe beaucoup et des tas. Alors, la liste n'est pas exhaustive, il en existe environ une 50aine en tout. D'accord. Aurélie, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un suivi individuel des doses qu'on reçoit au cours d'une vie ? Alors, ça serait l'idéal, effectivement. Déjà, au niveau individuel, nous, personnellement, on peut aider à cela en veillant à ce que sur nos comptes rendus d'actes d'imagerie figure un report d'informations concernant la dose qu'on a reçue. Mais à l'heure actuelle, ces données ne sont pas collectées dans un système au niveau national. On pourrait peut-être imaginer qu'à terme, ce soit collecté dans mon espace santé, mais là, à l'heure actuelle, ce dont on dispose, c'est les informations qui figurent dans les comptes rendus d'actes d'imagerie. Très bien. Alors, il y a une autre catégorie d'examen qui fait partie de la médecine nucléaire. Quel est le principe là, de la médecine nucléaire ? C'est un peu différent quand même. Hein. Alors oui, au tout début de notre échange, je mentionnais la différence entre radioactivité et générateur à rayons, générateur électrique, pardon. Et donc en médecine nucléaire, effectivement, on va utiliser la radioactivité de certains éléments qu'on va administrer aux patients. D'accord. Donc là, la source de rayonnement se trouvera à l'intérieur du corps du patient. Et c'est en récupérant les rayonnements qui vont sortir du patient qu'on va pouvoir faire une image de l'intérieur de son corps, à l'inverse de la radiologie, où là, la source est à l'extérieur, puisqu'on a un tube à rayons X à l'extérieur, et on récupère le signal
en sortie du patient pour faire l'image. Et alors, est-ce que les mesures de protection sont les mêmes dans les deux cas? Alors, les grands principes sont les mêmes. Optimisation, justification, ça ne change pas? C'est ça. Dans le milieu médical, quel que soit le domaine d'application, les deux principes sont à appliquer. Et j'ai oublié votre question. Je me demandais si les mesures de protection étaient les mêmes. C'est ça, donc les grands principes sont les mêmes. Par contre, c'est la déclinaison qui va être différente, puisque du fait de la spécificité de la médecine nucléaire, où la source va se trouver dans le patient et qu'on manipule principalement des sources liquides et non plus des générateurs électriques, il y a des mesures spécifiques à prendre pour protéger les travailleurs quand ils vont manipuler les sources, et puis aussi pour gérer les déchets, les effluents qui peuvent être générés du fait de la manipulation de ce type de source. Alors, on utilise aussi l'imagerie médicale en mouvement. Ça peut être utile quand on est en plein acte de chirurgie, par exemple? Oui, c'est de plus en plus développé au bloc opératoire, notamment ce type de pratique qu'on appelle les pratiques interventionnelles radioguidées. C'est-à-dire qu'on va utiliser un tube à rayon X cette fois-ci, mais qui ne va pas réaliser seulement un cliché, mais plusieurs. Et donc, on va pouvoir les enchaîner pour pouvoir faire un film de ce qui se passe et donc déployer nos instruments à l'intérieur du corps humain et guider par cette imagerie, en fait. D'accord, c'est presque... L'idée, c'est de presque avoir une image en temps réel, on va dire. C'est en temps réel, tout à fait, exactement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi guider l'intervention du chirurgien. Et ça permet de pouvoir intervenir un petit peu à distance de l'endroit opéré, en fait, grâce à cette imagerie qui va être, par exemple, au niveau du thorax, alors que le chirurgien est posé au niveau des jambes. Et là, pareil, les principes de protection restent les mêmes. Ça reste les mêmes, justification, optimisation. La mise en œuvre est adaptée à ce type de procédure et de machine particulière, mais voilà, c'est identique. Alors Aurélie, jusqu'à présent, on a parlé de l'utilisation des rayonnements ionisants dans le cas du diagnostic, mais quand on veut faire de la thérapie avec les rayonnements ionisants, déjà c'est possible, mais l'enjeu n'est pas du tout le même là. Effectivement, il y a un autre usage des rayonnements ionisants en médecine, en plus du diagnostic, c'est pour traiter donc, principalement des cancers. Et là, l'objectif, c'est plus de faire une image du patient, c'est d'aller détruire des cellules cancéreuses. Donc, en imagerie, on va essayer de délivrer le moins de doses possible pour obtenir une image de qualité suffisante. En thérapie, ça va être la philosophie inverse. On va essayer de délivrer le plus de doses possible, mais sur une zone très très localisée, pour aller détruire des cellules cancéreuses. Par contre, la difficulté, c'est que quand on irradie un patient pour le traiter, qu'on irradie des cellules cancéreuses, il y a des tissus sains autour, sur lesquels on ne doit pas induire de complications. Typiquement, si on prend l'exemple d'un cancer de la prostate, il y a la vessie et le rectum qui sont collés à la prostate. Donc, si on délivre des doses trop fortes à la prostate, on risque aussi d'exposer trop fortement la vessie et le rectum. Et donc, il y a des précautions à prendre. C'est un compromis, là encore, à trouver entre ce qu'on peut délivrer aux cellules cancéreuses et ce qu'on ne doit pas dépasser comme dose à délivrer aux organes à risque pour éviter les problèmes. Mais les doses délivrées sont beaucoup plus importantes en thérapie. Elles sont sans commune mesure, tout à fait. Vous avez un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte ou c'est difficile à dire? En radiothérapie, on parle en grès. On délivre des doses qui peuvent aller jusqu'à des doses totales qui peuvent aller jusqu'à 80 grammes et sur des doses très très localisées. Pour l'équivalent, on est à des niveaux. On va parler en milligray pour le donc. Plus de 1000 fois, donc, 1000 fois moins, plus de 1000 fois moins en imagerie. Et là, la notion de cumul dans le temps est d'autant plus importante parce que j'imagine que quand c'est une thérapie, on est amené à avoir... c'est des examens qui vont se répéter plusieurs fois pour pouvoir traiter la zone impactée. Alors, oui, tout à fait. Le principe de la thérapie, de la radiothérapie, c'est que externe, c'est qu'on on peut pas délivrer la dose totale curative en une seule fois. Sinon, ça induirait des complications trop importantes. Donc, on va faire ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on fractionne la dose, c'est-à-dire qu'on la délivre en plusieurs fois. Le patient, en général, revient tous les jours. Une fois par jour, il a une séance de radiothérapie sur plusieurs semaines. Et là, on revient à ce qu'on a exposé au début de l'émission, à savoir qu'on va utiliser le facteur temps. Entre deux séances, on va utiliser ce qu'on appelle l'effet différentiel, c'est-à-dire que les tissus sains vont se réparer plus vite que les tissus cancéreux. Donc, d'une séance à l'autre,
on va avoir un bénéfice du traitement plus important du fait de cette différence de réponse entre les tissus. Est-ce qu'il y a des mesures de protection quand même qui sont spécifiques à la thérapie et qu'on peut appliquer en dehors de la justification et de l'optimisation dont on a parlé plus tôt? Pour les patients, non, c'est toujours les mêmes principes de justification, d'optimisation. Encore une fois, c'est toujours la mise en œuvre qui diffère, puisque pour la partie justification, c'est l'oncologue radiothérapeute qui va justifier le traitement, et qui va prescrire le traitement, donc la dose totale à délivrer, et en combien de séances, combien de doses par séance, avec quelle technique. Et ça, une fois que c'est fait, la partie optimisation passe dans la main principalement de l'équipe de physique médicale qui va, sur la base d'images de scanner, pour qu'on voit quelle zone on doit traiter, quelle zone on doit protéger, sur la base de ces images, va préparer le plan de traitement qui sera utilisé après à chaque séance pour délivrer la dose prévue. Très bien. Et vous, dans votre unité au quotidien, comment vous travaillez justement sur la mise en place de ces mesures de protection? Est-ce que vous travaillez en contact avec les radiologues, les professionnels de santé? Oui, alors en fait dans l'unité, on est vraiment à l'interface entre le domaine de la recherche, principalement la recherche qui est faite à l'Institut. On est aussi en contact avec les fabricants de dispositifs médicaux. On est aussi très souvent en contact avec les sociétés professionnelles médicales. On échange très souvent avec eux, soit pour collecter des données, soit pour avoir leur avis sur la pertinence de certaines recommandations. Et puis aussi, on est à l'interface avec les instances de la réglementation, par exemple l'Autorité de sûreté nucléaire ou le ministère de la Santé. Mais on le rappelle, ce n'est pas l'IRSN qui fixe la réglementation en ce qui concerne les doses qui sont administrées à un patient, par exemple. Non, effectivement, ça c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui décline la réglementation, qui émet des décisions dans lesquelles les règles sont définies. Vous apportez votre expertise, c'est ça? On apporte notre expertise, on émet des recommandations et on peut proposer des mises à jour, par exemple, sur les niveaux de référence. Alors, quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent et qui demain doivent passer un examen médical? On rappelle déjà quand même que ça reste bénéfique quand même. Oui, bien sûr. Le bénéfice, il est toujours en faveur de l'examen quand il y a une question qui est posée de façon juste. Alors, si j'ai un conseil, moi, à vous dire, c'est que les radios, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ok. Donc ça veut dire qu'on n'en fait pas systématiquement? On n'en fait pas au cas où, on n'en fait pas pour se rassurer. C'est le praticien qui doit décider et qui doit justifier l'examen et poser une question. Et puis si on a un doute, on peut tout à fait interroger notre médecin, le professionnel de santé. Normalement, il est censé avoir la réponse aussi. N'hésitez pas. Questionnez-le sur la pertinence de l'examen qui est demandé, s'il n'existe pas une alternative qui n'utiliserait pas les rayonnements ionisants, et si l'examen que vous avez pu passer il y a quelques mois, quelques années, ne permettrait pas de répondre à la question, par exemple. Aurélie, l'IRSN propose aussi une petite calculatrice où on peut... À quoi elle sert? Tout le monde peut s'en servir, mais à quoi elle sert? Oui, c'est l'outil XPOP, XPOP, qui est disponible pour tout un chacun sur le site internet de l'IRSN. Donc c'est une petite calculatrice qui permet d'estimer de façon individuelle la dose de rayonnement à laquelle on est soumis tous au quotidien, donc sur une année, en fonction de notre lieu d'habitation et puis de nos habitudes de vie. Notre alimentation, si on est fumeur, si on prend souvent l'avion, si on a eu des examens d'imagerie, etc. Et à partir de ces données, on a une estimation qui nous est donnée de façon individuelle. Donc typiquement, une hôtesse de l'air ou un steward qui vit en Bretagne, qui mange beaucoup d'huîtres et qui en plus passe des examens de radio, oui, là, on a... faut commencer à se poser des questions. Là, on a tous les facteurs qui s'additionnent. Bon, très bien. Merci à toutes les deux. Merci. Et pour les sportifs, il n'y a plus qu'à espérer finalement qu'ils ne se blessent pas trop. Comme ça, ils n'auront pas trop d'examens.